Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux de partager un nouveau moment en votre compagnie et aujourd'hui je vais vous révéler quelque chose que j'ai jamais de mémoire comme ça partagé au grand public. C'est quelque chose que j'ai déjà évidemment partagé dans mes formations, dans l'écosystème puissance mentale et encore, je pense pas que je l'ai partagé à toutes les promotions de coach que j'ai pu former, tous les gens que j'ai pu former maintenant depuis 2021. Il y en a quelques-uns, on est plus de 200 maintenant. Et c'est quelque chose qui s'était passé quand j'étais formateur spécialisé à l'école des officiers de police. J'étais en fait formateur de 2014 à 2020. Ouais, c'est ça, 2014 à 2020. J'étais formateur spécialisé à l'école des officiers. Donc j'étais spécialisé en maniement des armes, en secourisme, en technique d'intervention, en sport et évidemment en préparation mentale parce que j'ai été le premier instructeur en préparation mentale au sein de la police française. C'est-à-dire que j'étais le premier à être formé comme formateur de formateurs au sein de la police française. J'étais formé par les instances militaires. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, pour remettre un peu du contexte, donc ça devait être en 2017, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, donc, tout le monde savait que j'étais préparateur mental, tout le monde savait que je faisais des séances, et puis tout le monde savait aussi que j'étais formé en parallèle et que j'étais hypnothérapeute, que je faisais de l'accompagnement. Bref, tout le monde le savait dans l'école de police. Et là, on se retrouve sur une séance de tir. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers-là, il faut savoir que sur une séance de tir, on tire à balles réelles. Et donc, on a un niveau de sécurité qui est à son maximum parce que c'est, vous vous en doutez, extrêmement risqué. Et donc, on a en gros un moniteur derrière un, voire deux tireurs. Mais voilà, c'est très, très comment dire, structuré, très réglementé pour éviter qu'il y ait des accidents. Et en fait, moi, je me retrouve derrière une personne qui est en situation de tir, et puis j'ai un de mes collègues qui est sur ma gauche et qui est aussi derrière un élève. Et en fait, c'est une personne qui venait d'un pays étranger. En fait, l'école de police, des officiers de police avait, comme l'école des commissaires d'ailleurs, ils avaient des partenariats avec des pays étrangers où il y avait des officiers étrangers qui venaient suivre la même scolarité que les officiers français, sauf que ça durait 1 an au lieu d'1 an et demi, et ils partageaient les différentes matières. Et là, en l'occurrence, il y en a un qui était sur une séance de tir. Et donc, moi, je suis derrière mon tireur. Et puis, sur la gauche, comme ça, je vois que mon collègue, il est en difficulté avec un tireur. Je vois que ce tireur-là, donc cet élève-là, il était stressé, il ne se sentait pas bien. Et puis, je sens mon collègue qui, pourtant, avait un grand cœur, qui était capable de l'aider. Mais il était en difficulté. Et puis, à un moment donné, il me dit, tiens, Geoffrey, tu peux venir voir si tu peux pas faire quelque chose parce que là, il y a un souci. Je dis, il se passe quoi? Et en fait, ce qui se passait, et ça peut vous paraître bizarre, mais quand la personne... Alors, si vous n'avez jamais tiré avec une arme à feu, c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que vous avez une grosse déflagration, même si dans un centre de tir, on a un casque anti-bruit, il y a quand même une grosse déflagration. Et puis, on a conscience qu'on tire à balles réelles. Donc, voilà, il y a quand même... c'est pas rien non plus. Et donc, cette personne-là qui venait d'un pays étranger, qui pour lui, du coup, venant d'un pays étranger, il n'était pas policier de terrain, c'était quelqu'un qui n'était pas sur le terrain, donc pas armé dans son pays, mais en l'occurrence, vu qu'il suivait la même scolarité que les élèves officiers en France, eh bien, il se devait d'aller aux entraînements comme les autres élèves. Et en fait, mon collègue me dit, écoute, à chaque fois qu'il appuie sur la détente, il ferme les yeux et il se crispe de tous ses membres, quoi. Donc imaginez, même si vous n'avez jamais tiré avec une arme à feu, vous vous doutez qu'une personne qui appuie sur la détente en fermant les yeux, c'est pas forcément bon signe. C'est pas forcément non plus très sécurisant. Même si nous, en tant que moniteurs de tir, enfin moi quand je l'étais en tout cas, et tous les moniteurs de tir, on est formés à ça, on est très proche des tireurs parce qu'à n'importe quel moment, on doit être capable de saisir l'arme et puis voilà, s'il se passe quoi que ce soit. Et il me dit donc, il ferme les yeux, il se crispe partout. Est-ce que tu pourrais lui parler? Parce que moi, j'essaye de rentrer en contact avec lui et j'arrive, il veut rien me dire en fait. Et donc, moi, je m'approche de cette personne, je vois vraiment qu'il vit une détresse intérieure, il se sent pas bien, quoi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, à ce moment-là, c'est comme si je mettais mon statut de formateur de côté. Et en fait, je mets beaucoup de conscience lorsque je m'approche de lui pour créer cette connexion vraiment de confiance, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ne se sentent pas jugés non plus. Parce que
quand on est en école de police comme ça et qu'on suit une scolarité, vous vous en doutez, il y a un classement à la fin. Même pour eux, il y avait des classements et tout. Donc, il avait peur d'être jugé, il avait peur de mal faire, il avait peur que voilà, sa scolarité s'arrête et puis qu'il soit obligé de repartir dans son pays. Donc moi déjà, je m'approche et puis avant même de communiquer, je me mets dans une certaine énergie en lui disant, mais tu sais, je suis pas là pour te juger en fait. Mais ça, je lui dis pas, je le ressens. Et j'avance avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de compassion, mais je mets beaucoup de conscience là-dessus parce que je sais que c'est ce qui va permettre de dénouer la situation. Et en fait, plus je m'approche, mais il me connaissait hein, déjà d'avant, il savait un peu qui j'étais, ce que je faisais et tout, et plus j'approche et plus je le vois se sentir, comment dire, se relâcher, d'être moins tendu. Donc moi déjà, en voyant ça, je me dis, bon, ça sent bon cette histoire-là. Et là, je lui dis, ça te dirait qu'on en parle? Mais avec beaucoup comme si c'était évident que je savais ce qu'il était en train de vivre à l'intérieur de lui. Et là, il me fait juste un signe de tête. Et je me dis, bon, première étape, déjà la connexion, l'empathie qu'on peut avoir, qu'il a ressenti que j'avais vis-à-vis de lui, ça a matché. Et donc là, on fait un pas de côté. Donc l'arme était déjà déposée, hein, vous vous en doutez, il l'avait plus à la main. Il l'avait posée sur la tablette. Et là, on va discuter donc derrière, enfin, dans une petite pièce à côté, là. Et je lui dis alors, dis-moi en plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien. Là, à chaque fois que tu appuies sur la détente, tu fermes les yeux. Est-ce que tu es OK pour me dire les choses, sachant évidemment que voilà, moi je suis pas dans le jugement, je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est pas bien. Je suis juste là pour t'aider en fait. Et vous voyez, dans ma posture, ce qui l'a vraiment aidé, c'est que, au-delà de ce que je disais, il l'a ressenti. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose moi que j'apprends aujourd'hui dans l'Académie de puissance mentale parce que ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on voit sur les premiers webinaires d'ailleurs, c'est quelque chose, sans ça, tu peux vraiment passer à côté de beaucoup de choses. C'est-à-dire que sans cette posture-là, tu peux, et des fois ça se traduit par syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir à sa place, que la personne en face se dise non, ça se matche pas, ça matche pas. Et au final, on peut passer à côté de grosses opportunités, on peut passer à côté de plein de choses. Et donc pour moi, là, c'était important aussi de lui montrer, au-delà de ce que je disais, eh bien, dans ce qu'il ressentait de moi, qu'il ressente cette empathie, cette bienveillance, et ce n'était pas juste de la communication, de l'écoute active, de la communication bienveillante. Non, ça allait au-delà de ça. On allait vraiment sur une connexion de cœur à cœur. Au-delà, d'ailleurs, ça pouvait paraître un peu étrange parce qu'on était quand même dans un stand de tir, et au-delà du contexte qui était vraiment très particulier, il a ressenti ça. Et je l'ai senti qu'il ressentait. Et donc, je lui dis, OK, est-ce que ça dit qu'on en parle et tout? Et là, il commence à avoir les larmes aux yeux, donc je lui montre vraiment tout mon soutien. Et il me dit, tu sais, Geoffrey, à chaque fois que j'appuie sur la détente, et là, quand il me dit ces mots comme ça, je sens qu'il revit une situation, en fait. Il me dit, puis moi, quand je vous en parle, ça me donne les frissons. Il me dit, à chaque fois que j'appuie sur la détente et que j'entends la déflagration, ça me rappelle le moment où mes parents se sont fait abattre devant moi. Imaginez, il me dit ça. Il ose me dire ça à quelqu'un qui, pourtant, aurait pu paraître, parce que moi j'étais son formateur, donc j'étais une autorité par rapport à lui, il ose me dévoiler ça en toute vulnérabilité, en toute authenticité. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer là dans cette petite pièce là, on n'est que tous les deux, où il y a un niveau de confidentialité plus. Et moi, après, une fois qu'il me dit ça, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Parce que là, moi, j'avais aussi un devoir professionnel, donc c'était pas simple. Ok, on avait crevé un peu l'abcès, j'ai compris pourquoi il avait ça, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et là, je dis ok, je comprends, et donc je vais un petit peu dans la compréhension de tout ça. Donc il me parle, et puis au fur et à mesure qu'il me parle, eh bien les larmes sèchent, et puis il retrouve un peu comme si c'était libéré de quelque chose. Et là, moi, en fait, mon job, c'est de l'orienter vers une décision qui sera bonne à la fois pour lui, qui soit à la fois bonne pour l'école dans laquelle j'officie, enfin, dans laquelle je travaille. Bref, prendre une décision qui soit bonne pour tout le monde. Et je lui dis, bon, écoute, je comprends tout à fait que ce que tu viens de me dire, déjà, merci pour ta confiance.
parce que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Donc déjà, grand merci pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Vers où on va ensemble? Je vais pas te lâcher, je vais pas te laisser tomber, je vais pas te laisser tout seul. Parce que c'est pas ça l'idée. C'est pas que maintenant que tu m'as dévoilé quelque chose, je vais te laisser tout seul. Mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre ensemble comme décision qui pourrait vraiment t'aider? Et là, il sèche, il sait pas trop et tout. Et je lui dis, tu sais, est-ce que ça te dirait d'en parler avec la psychologue de l'école? Et là, il a un moment de retrait. Il me dit, ouais, mais Geoffrey, j'ai peur que... Et j'y écoute. Je vais lui parler. On va faire en sorte de trouver un terrain d'entente, parce que lui, l'objectif, c'est qu'il reste aussi dans cette scolarité pour pas qu'il reparte pas dans son pays, tout ça, parce qu'il a osé m'avouer quelque chose et qui m'a parlé avec le cœur, en fait. Et donc là, déjà, j'étais vraiment extrêmement touché, le fait qu'il se dévoile comme ça vis-à-vis de moi. Et ensuite, on a trouvé, donc, avec l'école, donc moi j'ai fait ce qu'on appelle un rapport, hein. J'ai fait un écrit de tout ce qui s'était passé. Et au final, bon, on a trouvé donc il a été exempt des séances de tir. Et puis, il a pu suivre sa scolarité. Et puis, il en était extrêmement reconnaissant vis-à-vis de moi. Mais vous voyez les leçons que j'en ai tirées de tout ça. Et c'est pour ça que quand je vous dis que ça a tout changé dans mon job de préparateur mental, c'est que certains vont dire oui, mais là on est plus dans de la psychologie, dans du traumatisme et tout. Oui et non. C'est-à-dire que là, si j'avais pas eu cette posture juste, cette posture qui permette à cette personne de comprendre que j'étais là pour lui, de comprendre qu'il était en sécurité, qu'il était avec quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, il n'aurait jamais dévoilé ça. Et d'ailleurs, probablement que c'est ce qu'il avait ressenti avec mon autre collègue. Pourtant, mon autre collègue qui est très bon, qui avait beaucoup d'empathie, mais il n'y avait pas cette petite nuance, cette différence, cette connexion qui fait que la personne, elle a un déclic. Mais en plus, je suis sûr que peut-être qu'elle n'aurait pas pu mettre des mots dessus, mais c'est plus dans le ressenti. Et ça, moi, je l'ai beaucoup modélisé. J'ai pris beaucoup de hauteur. J'ai pris longtemps à comprendre réellement ce qui s'était passé. Parce que là, aujourd'hui, je vous en parle comme ça, mais j'ai mis longtemps à mettre des mots sur ce qui s'était passé. Je me suis dit, mais pourquoi, comment ça se fait qu'il a pu se dévoiler comme ça à moi, me dire une chose aussi importante? Et oui, c'était probablement encore un traumatisme. Et comment ça se fait, tout ça, quoi? Et j'ai compris qu'en mettant des points spécifiques, et il y a quelque chose qui fait, en fait, il faut le pratiquer. Ça ne se dit pas comme ça, mais il faut vraiment le pratiquer. C'est ce que je fais d'ailleurs sur les premiers webinaires dans la formation pour devenir préparateur mental. C'est le socle pour créer cette connexion puissante qui se passe dans la posture de la personne. Parce qu'à cette époque-là, j'aurais pu le forcer de me dire des choses. J'avais un grade, j'avais une fonction, j'étais son formateur. Ça n'aurait pas marché. Mais si vous faites un parallèle, c'est comme quelqu'un qui a toutes les certifications. Tu as beau avoir toutes les certifications que tu veux. Si la connexion, elle ne se passe pas avec la personne, tu as beau être certifié dans, peu importe, en PNL, en hypnose, en prépa mentale, t'as beau être psychologue, psychiatre, ce que tu veux. Si la connexion, elle ne se passe pas, ça ne matchera pas en réalité. Et c'est ça le point fondamental qui aujourd'hui, selon moi, fait toute la différence. Et c'est important d'aller chercher cette posture d'excellence, cette posture qui crée à la fois une connexion avec la personne et un espace de sécurité. Mais ça, le point numéro 1, c'est déjà de bien se connaître et de savoir sur quoi agir pour créer cette connexion puissante. Et c'est d'ailleurs ce que je fais dans les décryptages de vidéos, quand je vois des personnes coacher une autre au sein de l'académie, je dis, tu vois là, regarde ta posture. Est-ce que selon toi, tu pourrais pas améliorer ça? Il me dit, ah ouais, ça change tout. Et on est loin des X points pour être un coach, machin. Non, là, ça va être dans la pratique, ça va être dans l'expérimentation, ça va être dans le ressenti aussi, pour savoir justement quoi mettre en place pour créer cette connexion ultra puissante pour qu'une personne soit en capacité de se livrer. Parce que imaginez, une personne qui est capable de se livrer suite à quelque chose de traumatisant comme elle a pu vivre là, comme de voir le meurtre de ses parents devant ses yeux, il ose me le dire à moi. Aujourd'hui, moi, quand je suis face à un athlète de très haut niveau qui veut signer avec moi, quand je suis face à un dirigeant, à un manager, ou quand je suis face à quelqu'un qui est en détresse, si je n'ai pas cette posture-là, j'arriverai pas à créer cet espace de confiance, cet espace de sécurité. Et beaucoup, des fois, ils viennent me voir en me disant « Mais Geoffrey, moi j'ai souvent le syndrome de l'imposteur, je me demande si je suis à ma place. »
Bah nécessairement, c'est une histoire de posture. Imposteur, c'est une mauvaise posture en fait. Et ça, c'est inconscient. On s'en rend pas compte. Et si on ne prend pas le temps de travailler là-dessus, si on n'a pas de la conscience sur quoi travailler, et ça prend pas des années, hein, en seulement un ou deux webinaires au sein de l'académie, déjà, boum, ça switch. D'ailleurs, souvent, les personnes se rappellent de ce webinaire-là, et c'est surtout le socle, parce que au webinaire, par exemple, 8 ou 9, je leur dis, souvenez-vous ce qu'on a vu au webinaire 1. C'est important de mettre en place ça pour créer une connexion puissante avec les gens que vous accompagnez. Et quelque chose aussi qui est fondamental à comprendre, c'est quand vous êtes capable de vous plugger, vraiment vous connecter à cette posture-là, qui est la vôtre, qui va dégager la bonne énergie, la bonne posture, qui va nécessairement impliquer une bonne posture énergétique, une bonne posture mentale, une bonne posture émotionnelle, une bonne posture comportementale, et ça va se traduire sur des micro-mouvements ou autres, et que la personne va détecter et qui va permettre de connecter avec vous. Ça fait que vous avez beau avoir n'importe quel contexte, vous allez pouvoir aider une personne qui est dans de la difficulté. Moi, je suis intervenu sur des situations quand j'étais en police où des gens étaient en détresse. Je me souviens où j'étais intervenu sur des femmes battues, où j'étais intervenu sur des situations de crise, ou des personnes qui avaient été blessées. Mais là, pour rentrer en contact avec elles, pour qu'elles soient en capacité de vous écouter, de vous comprendre, de vous suivre dans ce que vous leur proposez, ça demande vraiment une posture qui soit la plus juste possible. Et ça, c'est fondamental de travailler. Et ça, c'est vrai que dans la plupart des écoles, moi, quand j'ai monté mon école, ma structure, mon école de préparation mentale, je me suis rendu compte que très peu en parlaient, alors que c'est pourtant une évidence. Peut-être même que quand je vous en parle comme ça, pour vous, ça coule sous le sens de se dire « mais oui ». C'est vrai que l'autre fois, vous êtes peut-être allé voir un médecin, un psychologue, un préparateur mental, un coach, un sophrologue, un hypnothérapeute, j'en sais rien. Mais rien qu'en le voyant, vous vous êtes dit « non, ça va pas matcher ». Et peut-être même que des fois, vous ne savez pas pourquoi, vous n'arrivez même pas à mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose que vous ressentez. Sauf que quand vous, en tant que professionnel de l'accompagnement ou quelqu'un qui veut aider quelqu'un, vous savez précisément sur quoi travailler pour améliorer votre posture mentale, émotionnelle, comportementale, dans posture énergétique aussi, ça change tout dans la relation. Et là, vous passez d'une posture de quelqu'un qui doute, d'une quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, de quelqu'un qui n'est pas convaincu non plus par ses compétences et ses capacités, à quelqu'un qui est pleinement convaincu, quelqu'un qui est posé, qui est calme, qui est capable de faire preuve de discernement. Et dans cette posture-là, ce qui se passe aussi, c'est qu'après, vous avez plus de maîtrise de savoir quel outil vous allez utiliser, quelle stratégie vous allez pouvoir mettre en place pour accompagner la personne qui est face à vous. Et c'est extrêmement puissant. Donc c'est pour ça que ce genre de posture-là, il y a même des choses, je ne pourrais pas vous le partager sur un podcast parce que ça demande d'être pratiqué. C'est pour ça aussi, on se doit de pratiquer. Là, si je vous dis juste, il faut être posé, il faut être calme, il faut être avec une belle ouverture du cœur, que la personne le ressente. Tout ça, vous allez me dire, oui, mais ok, mais comment je fais, etc. Ça suit un process, en fait. Et ça passe par de l'entraînement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, quand je forme des personnes, et aussi quand j'accompagne des personnes en individuel, il y a de l'entraînement. Ça ne peut pas en être autrement. On doit s'entraîner à pratiquer. Pour pouvoir être bon dans un domaine, ça passe par de l'entraînement et pas n'importe lequel. Parce que c'est pas le tout de s'entraîner, dire oui, c'est bon, moi j'ai fait mes exercices. Non, on s'entraîne en ayant un feedback, en étant supervisé, en se demandant, tiens, comment je peux encore améliorer finement telle ou telle chose. Et c'est aussi en recevant le feedback de la personne qui est face à vous que vous allez pouvoir passer d'écran, passer des steps. Et là, ça va changer énormément de choses. Et cette posture-là, quand vous la modifiez, ça change quoi? Ça change, certes, la relation que vous avez avec les personnes, mais ça change aussi le type de prestation que vous allez proposer. Parce que de proposer de la prestation à 50 € de l'heure ou de proposer des accompagnements à 4 000 – 5 000 €, ça demande un changement de posture, ça demande du leadership, ça demande un positionnement complètement différent. Et ça s'apprend. Et c'est juste des choses qui sont très fines, qui demandent à être comprises, à être testées, à être expérimentées. Donc aujourd'hui, ce qui va être important de vous poser comme question, c'est où est-ce que j'en suis dans ma posture? Qu'est-ce qui me freine? Est-ce que, par exemple, le fait d'aller aider un certain type de personnes, je me sens freiné, je ne me sens pas à ma place, je doute, j'ai peur, j'ai des craintes, etc. Est-ce que le fait de proposer des services qui soient peut-être
plus cher, plus rémunéré? Est-ce que ça me challenge? Est-ce que le fait d'aller demander une promotion, si vous êtes dans une entreprise, est-ce que ça vous challenge? Est-ce que c'est difficile pour vous, voire impossible? Mais aussi, on peut aller dans le domaine du personnel. Est-ce que le fait de dire des choses à vos proches, de communiquer sur certains sujets, c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour vous? Ça, c'est quoi? Ça demande de la posture. C'est juste de la posture. C'est juste ça, en fait. Et ça demande à être travaillé, ça demande à être amélioré. Et c'est pour ça que lorsque moi, je forme des gens à la préparation mentale, ils me disent, mais Geoffrey, je ne pensais pas, mais en fait, ça a un impact incroyable dans ma vie privée. Ben oui, c'est pour ça que je dis que la prépa mentale, et en fait, moi, c'est même la méthode puissance mentale. La méthode puissance mentale, c'est un style de vie. Ça va au-delà de j'ai des techniques, j'ai des stratégies. On n'est pas des mécaniciens. Ou le fait d'être mécanicien, tu ouvres ton garage, tu répares la voiture, tu refermes, la voiture elle est à l'intérieur. Non, c'est toi qui connais des techniques toi-même, des techniques, des stratégies mentales, émotionnelles, comportementales, etc. Tu les connais. Donc, que tu sois face à un client, que tu sois face à tes proches, tu les connais. Ça va te permettre de toi être mieux aligné vis-à-vis de tes proches, ça va être toi d'être mieux aligné déjà toi vis-à-vis de toi-même, ça va être toi d'être mieux aligné vis-à-vis des gens que tu côtoies et ça va te permettre d'avoir un meilleur positionnement. Et ça se travaille. C'est sûr que c'est pas sexy de dire ça se travaille, mais c'est par là que ça se passe. Ça passe pas par autre chose. Parce que des fois, on dit oui, ça demande de la pratique, ça demande de s'exercer, etc. Oui, mais pas n'importe comment. Donc là, aujourd'hui, ce qui va être important de vous poser comme question, c'est ça, c'est où est-ce que vous en êtes en termes de posture et surtout, si vous modifiez cette posture-là, si vous vous autorisez à aller vers des domaines où aujourd'hui vous vous autorisez peut-être pas, quelles portes vont s'ouvrir à vous? Donc c'est vraiment fondamental. Donc pour revenir sur, et je clôturerai là-dessus, mais pour revenir sur cette épisode-là, c'est fou de voir à quel point cette situation-là qui s'est passée dans un stand de tir de la police nationale avec une personne qui m'a avoué avoir comme ça être bloquée parce qu'elle a assisté au meurtre de ses parents a pu pour moi m'aider à prendre de la hauteur et à comprendre énormément de choses en termes d'accompagnement. Mais aujourd'hui, la méthode puissance mentale, quand je dis que c'est issu du terrain, c'est toutes les centaines et les centaines et les centaines de personnes que j'ai accompagnées. À chaque fois, j'en ai tiré un apprentissage. J'ai formé déjà plus de 1000 officiers de police au sein de l'école. Je dis plus de 1000 parce que j'en ai formé à minima 1000. D'accord ? Je n'ai pas compté sur un tableau, mais je me suis dit, OK, il y a tant de promotions, j'ai eu tant de stagiaires et tout ça, donc on est à plus de 1000 personnes. Mais à chaque fois, moi, ce que je faisais, c'est que je donnais des feuilles de feedback. Donnez-moi un feedback par rapport à ce que je vous ai proposé en prépa mentale. Donnez-moi votre ressenti. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à telle technique? Et évidemment, ce que je proposais dans l'école des officiers, même si j'étais formé à une méthode, la méthode TOP, technique d'optimisation du potentiel, je ne proposais pas que ça. J'allais bien au-delà de ça, parce que ça, c'était trop limité pour moi. On allait au-delà du simple respiration, relaxation, imagerie mentale, motivation, stress, sommeil. Et voilà, j'allais beaucoup plus loin que ça, parce que je voulais tester, je voulais expérimenter. Je savais que j'avais des gens à ma disposition pour pouvoir les aider encore un cran au-dessus. Donc, c'était du coaching en puissance mentale que je leur proposais. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui, de nombreuses années après, d'avoir la méthode qu'il est là aujourd'hui. Donc voilà, ça me semblait pour moi important aussi de vous partager cette arrière-scène. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié aussi ce genre d'épisode, si c'est pour vous important que je vous donne comme ça des histoires qui sont évidemment 100% réelles, mais que j'ai vécues il y a de ça maintenant quelques années et qui ont pour moi été très révélateurs dans mon évolution personnelle évidemment, puis aussi professionnelle. J'espère que ceci vous a plu. Quoi qu'il en soit, prenez évidemment bien soin de vous, bien soin de votre entourage et évidemment, prenez soin de vos rêves. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.